Alors, à travers les différentes expériences artistiques, le comité de pilotage, en fait, avait vraiment envie de montrer l'ambition qu'on avait dans ce domaine-là. Et je pense qu'à travers les différentes interventions, vous allez vous en apercevoir. En fait, aujourd'hui, on pense que l'accès à la culture, c'est un levier d'inclusion sociale extraordinaire dans l'accompagnement des personnes de nos établissements. Bien sûr, depuis des années, on a mis en place des ateliers d'art plastique, même des arts thérapeutes, des ateliers divers et variés, des participations. Mais là, aujourd'hui, il est vraiment question du dedans et du dehors. La culture et l'art qui entrent dans les établissements et les personnes qui sortent vers les artistes et les lieux culturels. Vous allez voir à travers nos intervenants que le projet est à chaque fois ambitieux et la prise de risque et les erreurs, une réalité parfois. Ambitieux parce que nous avons dépassé l'étape du Cognos et des ateliers occupationnels, parce que nous avons recherché l'exigence. Il y a beaucoup à dire, des progrès à faire pour améliorer l'accès à la culture, et pas seulement pour les personnes en situation de handicap. Si on n'est jamais entré dans un théâtre, c'est clair, on n'emmènera jamais des résidents dans un théâtre. Voilà. Et c'est aussi, en plein virage inclusif, faire le pari que nous appuyer sur l'axe de l'art et la culture nous permettra de remettre nos salariés dans une dynamique de projet qui donne envie, qui donne de la joie, qui donne des espaces d'inventivité, de créativité, de belles rencontres, qui redonnent sens à notre travail d'accompagnement. L'accès à l'art et à la culture vont dans le sens de devenir totalement humain. Ça, c'est pas de moi, c'est de monsieur Grissen d'hier. Pour tous, nos projets d'établissement doivent intégrer l'axe de la culture artistique qui peut prendre de multiples formes. Aujourd'hui, il y a autant la pratique du chant, de la musique, de la danse, du cirque, des arts plastiques, des arts visuels. On va au théâtre, au cinéma, à l'opéra, au musée. Nous avons, toutes ces expériences et nous aimerions qu'à la fin de cet atelier, il y ait également des témoignages et des participations des personnes qui sont là pour éventuellement partager avec nous leurs expériences. On va vous faire part un petit peu des choses, mais si dans la salle, vous avez des choses à nous dire et à partager, des idées, on est évidemment preneurs. Alors, dans un premier temps, nous allons accueillir l'équipe de Passerelle, j'allais dire, du Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, donc festival international. Peut-être que je pense que dans différentes régions de France, il est connu. Et donc, j'accueille l'équipe. Bonjour. Donc Marie-Laure Stéphan, je suis la responsable du service socio-artistique du service passerelle du Festival d'Aix. Et Jeanne aussi est là, Jeanne Roussel, qui s'occupe des actions de sensibilisation à l'opéra pour le service socio-artistique. Et on est accompagné de Charlotte. Voilà, Charlotte Grandjean qui vient en tant que représentante de nos partenaires de la Bourguette et qui vous fera un retour d'expérience aussi justement du côté des équipes professionnelles par rapport au parcours qu'on propose avec les résidents et les personnes qui fréquentent les différents lieux de l'association La Bourguette. Alors, le Festival d'Aix, c'est un festival effectivement international qui existe depuis 1948. Le service passerelle dont on fait partie avec Jeanne, lui, est plus récent, il a un peu plus de 10 ans. Donc c'est le service d'action culturelle du Festival d'Aix, qui est assez conséquent, puisque nous avons dans ce service passerelle deux services, le service éducatif qui travaille avec les scolaires, le milieu scolaire ordinaire, mais ça va de la maternelle jusqu'à l'université, et le lien aussi avec, on va dire, les conservatoires de musique, etc. Et notre service socio-artistique qui, lui, travaille avec le reste du monde. Et en général, c'est vrai que dans les structures culturelles, on a plutôt un service d'action culturelle. On fait souvent beaucoup d'actions en direction des scolaires et un peu à la marge avec les autres publics. Nous, on a la chance d'avoir cet outil qui a été créé il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, par notre précédent directeur Bernard Faucroul. Le travail de ces deux services à l'année, on a donc des publics différents, mais on essaie aussi de regrouper nos actions. On a en tout cas les mêmes outils, on va dire, qu'on adapte à chaque public. Mais on propose du coup à l'année des parcours de sensibilisation à l'opéra. Donc le Festival d'Aix, effectivement, c'est un festival d'opéra qui a lieu au mois de juillet. En général, on a 5 ou 6 opéras programmés. Et nous, toute l'année, notre travail avec l'équipe, ça va être de
sensibiliser des groupes aux œuvres, c'est-à-dire qu'en général un groupe va choisir une œuvre et toute l'année avec Jeanne on va proposer un peu un parcours à la carte. On rencontre les partenaires professionnels qui accompagnent ces groupes au début de l'année et avec eux on va décider de l'œuvre que le public va aller voir et des outils qu'on va mettre en place pour les sensibiliser à l'opéra. Donc on a des ateliers à la fois de présentation des œuvres, on a beaucoup d'ateliers de pratique artistique parce qu'on trouve que sensibiliser sur un opéra, ça passe aussi par le sensible, c'est-à-dire que les personnes vivent aussi une expérience sensible pour aller jusqu'à l'après-générale. L'après-générale, c'est une des dernières répétitions, et ces répétitions sont ouvertes au public scolaire et socio-artistique. Donc on a des outils, on a des journées portes ouvertes de nos ateliers de construction de décors, de costumes, qui sont à Venelle. Donc ça c'est un outil pour rentrer un peu par les coulisses dans l'opéra. Là je vous parle vraiment de ce qu'on fait de manière générale, après on va rentrer un peu plus sur le public handicap. Donc là vous voyez des images effectivement d'ateliers. Donc on peut rentrer dans un opéra par la musique évidemment, ça paraît évident, mais un opéra c'est pas que de la musique, c'est du théâtre, c'est de la vidéo, du son. Donc on a une quarantaine d'intervenants qui travaillent en lien avec nous. Et en fonction des profils des publics et des envies aussi des publics, on va proposer différents ateliers de théâtre, d'écriture, des ateliers de danse, de mouvement, d'art plastique, etc. On va aussi justement se déplacer, puisque France tout à l'heure disait que l'inclusion culturelle, c'est à la fois amener la culture dans les institutions et amener les institutions vers la culture. Donc c'est vrai que on essaie de manière générale d'inclure les publics au sein de notre structure culturelle, mais parfois c'est pas possible. Donc on a aussi des petites formes qui se déplacent en milieu rural, en pied d'immeuble, dans les hôpitaux pour des personnes qui peuvent pas sortir, etc. Donc on appelle ça des rencontres en musique. On fait venir des jeunes chanteurs ou des quatuors à différents endroits. Et donc là, vous avez une image, une pré-générale, donc le moment un peu final, le point final des parcours de sensibilisation à l'opéra où les publics scolaires et associatifs et des structures sociales, médico-sociales, hospitalières, pénitentiaires, enfin, voilà, on travaille avec un champ assez large de public, viennent voir le spectacle sur lequel ils ont travaillé toute l'année. Le deuxième pendant de notre travail, en dehors de la sensibilisation à l'opéra, ça va être les projets de pratique amateurs. Donc tous les ans, on a un ou voire plusieurs projets où on met en lien justement nos publics amateurs, enfin du coup les publics qu'on accompagne notamment sur la sensibilisation, auxquels on va proposer d'aller un peu plus loin et de devenir eux-mêmes artistes amateurs. Donc on fait ces projets avec des artistes professionnels et on monte toute l'année soit des opéras amateurs, soit des projets pour les scolaires, ça va être le festival choral académique, on va travailler avec des classes et après il y aura des restitutions, mais toujours dans l'idée d'une restitution publique à la fin. Donc là, juste avant, vous avez vu les Worksongs, qui est un projet qu'on mène encore aujourd'hui avec des jeunes primo-arrivants. Et on a également un chœur amateur qui s'appelle le chœur Ibn Zaidoun, qui est un chœur qui répète depuis maintenant plus de 10 ans. Il a le même âge que le service, qu'on accompagne depuis 10 ans sur une pratique amateur annuelle, avec des concerts chaque année. Et donc pour un peu zoomer sur le public atteint de handicap, donc on travaille avec différents types de publics et de structures. La psychiatrie, on travaille énormément donc, avec des publics en psychiatrie, par exemple à l'hôpital Montperrin ou dans des hôpitaux de jour, avec beaucoup d'ateliers vocaux. On passe beaucoup par la vibration, la respiration, voilà, tous les publics qui sont, on va dire, de l'ordre des troubles psychiques. Le handicap, on va dire, qui peut être temporaire, donc on travaille aussi avec des centres de soins de suite et de réadaptation, notamment à Sainte-Marguerite. Donc là, ça va être également des ateliers vocaux au sein de l'hôpital. Et on peut faire venir aussi, tous les ans, on fait venir une rencontre en musique au milieu des deux services qui sont... voilà, il y a un petit hall avec le soin de suite 1, soin de suite 2. On installe du coup les musiciens au centre et les patients et les familles vont venir pour ce moment musical. Le handicap physique, on va dire permanent, donc on travaille avec des associations de malvoyants par exemple, on développe de plus en plus l'audiodescription au festival.
Et puis les délégations publiques handicapées, voilà, des personnes qui vont être en fauteuil. Alors malheureusement, on est un peu limité par nos infrastructures, puisqu'on a 4 lieux où on donne nos opéras. Et c'est vrai que dans ces lieux-là, il n'y en a qu'un qui est du 21e siècle, puisqu'on est aussi à l'Archevêché à Aix et dans un petit théâtre à l'italienne baroque et qui est assez peu adapté aux fauteuils. Donc on a un nombre de places assez restreint pour les fauteuils. On aimerait pouvoir accueillir plus, mais on accueille quand même sur les pré-générales beaucoup de public en fauteuil. Et puis on arrive à ce qui vous intéresse. Du coup, on travaille énormément avec des publics atteints de déficience intellectuelle et de troubles autistiques, donc dans les IME, dans les ESAT, dans les femmes, etc. Et juste quelques photos. Voilà, là c'est des photos vraiment spécifiques justement sur les publics en handicap. Vous voyez le soin de suite de Sainte-Marguerite en haut à gauche. Hôpital de jour en haut à droite qui s'appelait la Villa Avril, mais maintenant qui a été réintégré à l'hôpital Montperrin à Aix. Le centre de soins palliatifs, la maison de Gardanne, enfin la Villa Isoy même sur cette photo, à gauche. Et le public handicap du CCAS d'Aix, de la ville d'Aix. Et ensuite la Bourgette. Voilà, donc pour la Bourgette, c'est ce qui nous amène là, puisqu'on travaille depuis plusieurs années maintenant avec l'association La Bourgette, qui a des structures réparties à la fois, on va dire, sur le Var, le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône aussi, ouais. Dans la région sud, on va dire. Donc notre partenariat a commencé en 2014 avec l'IME de la Bourgette et au fur et à mesure, c'est vrai qu'il y a eu, je pense, des retours d'expérience des éducs de l'IME qui ont fait que d'autres structures de la Bourgette ont eu envie aussi de participer au parcours opéra. C'est à ce moment-là que je te passe la parole. Oui, par exemple. Ouais. Donc je vais laisser Jeanne justement vous expliquer spécifiquement le partenariat avec l'IME, puisque c'est Jeanne qui est vraiment sur le terrain aussi et qui organise ces parcours de sensibilisation et qui les suit de près et qui va pouvoir vous en parler. Merci. Bonjour à tous. Alors, pour ce qui est de la Bourgette, donc c'est des parcours de sensibilisation qui sont tout à fait adaptés à ce public. Toujours un parcours à la carte. Ça commence par une réflexion en cohérence avec toute l'équipe d'éducateurs et la direction aussi des structures, à savoir quels sont les désirs, les appétences voilà, qui nous sont relayés par les éducateurs. Nous, on commence évidemment par se présenter au public. On est un certain repère pour ce public. On va croiser à chaque fois qu'on a des rendez-vous ensemble. Et sinon, après, on est plutôt pivot, l'intermédiaire, Marie-Laure et moi, entre ce public et nos intervenants. On a une approche sensible encore plus ici, proche des publics. On favorise souvent des rencontres un peu particulières avec des artistes, des rencontres très étroites, avec des ateliers. Là, on voit quelques images, c'est les actes du Grand Réal à la Bastidonne, qui est avec les artistes relais de l'Académie du Festival, parce qu'on a aussi au Festival une académie qui accompagne des jeunes artistes dans leurs projets professionnels, qui deviendront peut-être les futures stars internationales après sur les productions du festival. Et donc c'est une chance aussi pour les artistes qui ont envie de transmettre un peu leur savoir-faire, leur musique, leur passion, et qui du coup touchent un peu à la médiation avec différents publics. Et c'est aussi nourrissant pour les artistes que pour le public et que pour nous. Sinon, on travaille beaucoup à travers beaucoup d'ateliers de pratique artistique sur la matière, sur la couleur, sur des choses très sensibles, sur le toucher aussi. On a quelques images ensuite, je crois, des ateliers peinture, par exemple, avec l'IME de la Bourgette. C'est une façon aussi de familiariser le public avec toute la création d'images, ce qui va relever ensuite de la mise en scène. Voilà, les couleurs, les matières. Quand on visite aussi les ateliers de décor et de costumes de Venelle, on fait toucher les échantillons, c'est assez sensible pour que le jour du spectacle aussi, il y ait quelques repères à la fois musicaux, mais aussi de l'ordre de la création d'images. Il y a la particularité aussi de la voix lyrique, c'est assez intéressant avec ces publics.
La voix lyrique a un effet assez impressionnant. On l'a pu l'observer aussi, surtout auprès des jeunes de l'IME, parce que la voix lyrique atteint une certaine fréquence, on va dire, et ça joue sur des réactions physiques qui sont assez décuplées. Le son, la vibration des instruments aussi, voilà, c'est un outil très intéressant et assez révélateur. Parfois, ça crée beaucoup de surprises. De toute façon, on arrive toujours où on ne s'attend pas avec ces publics, donc c'est hyper riche. Et nous, ça fait évoluer aussi beaucoup nos pratiques, c'est-à-dire que ça nous demande encore plus un travail d'adaptation. Il nous faut aussi être très, très disponible, il faut toujours les accompagner. Et puis, on demande aussi à nos intervenants d'être flexibles, assez souples. Ils ne sont pas toujours spécialisés pour ces publics. Donc, souvent, les ateliers évoluent sur le tas, les objectifs changent. Ils sortent souvent de la trame fixée parce que c'est un public plein de surprises et qui est parfois, contre toute attente, force de proposition. Et voilà, il y a une grande écoute du terrain. C'est vraiment la base de notre travail. Et sur l'accueil des opéras, sur les pré-générales, c'est vrai qu'on essaie aussi de prendre un temps de repérage sur les lieux qui sont méconnus du public. Donc on essaie d'emmener le groupe d'abord, de leur montrer où ils vont être placés, de leur faire visiter le lieu pour que ce soit aussi le plus confortable pour eux. Et ensuite, on a peut-être que oui, on va laisser parler d'abord les jeunes. Rien de mieux que de les entendre sur nos différents parcours de sensibilisation. Voilà, on a un petit film qui a été réalisé, enfin c'est des extraits de ce film, par Pascal Pontier à l'IME La Bourgette, qui gère un atelier de l'image avec les jeunes, donc qui fait des ateliers photographiques, mais qui a aussi réalisé un petit documentaire où elle interroge les jeunes sur le parcours opéra. Donc on s'est dit que voilà, c'était... Madame, messieurs, t'es allé à la musique? La musique. Alors, je commence par 2014. Alors, en 2014, c'était la flûte enchantée. En 2015, c'était Le songe d'une nuit d'été. Et en 2016, c'était Péléas et Mélisande. Et cette année, c'est Pinocchio. Et en 2014, on a été voir le spectacle, on a été voir un théâtre d'Aix-de-Provence. C'était un vendredi 27 juin 2014. Et après, on a été voir Le sens d'une nuit d'été, c'était un mardi 30 juin 2015. Et après, on a été voir Péléas et Mélisande le mardi 28 juin 2016. Et ben voilà. Un seul d'orchestre, Fabienne. Ça. Ouais. Après, je tombe, ouais. Et après, j'ai chanté, ouais. Plein de choses. Je ressens des choses, Mais quoi, par exemple? des émotions. Et c'est lequel d'opéra que tu as le plus aimé? Péléas et Mélisande. Et c'est quoi ce qui t'a plu dans cette histoire? Cette histoire, plein de choses. Elle était belle, Mélisande? Oui. Elle a des longs cheveux, je crois. Oui. Tu te souviens d'un morceau de la musique de Péléas et Mélisande? Oui. Est-ce que tu pourrais le chanter? Oui. Vas-y, je t'écoute. Mais là, je vais descendre.
Est-ce que tu peux... Mes longs cheveux descendent au seuil de la tour. Bien. Est-ce que tu veux essayer de le rechanter une fois et tu me regardes et tu t'appliques, comme ça je comprends bien tous les mots que tu dis. Oui. Vas-y. Mes longs cheveux descendent au seuil de la tour. Bravo Guillaume. Voilà pour le petit hommage aux jeunes. Et puis juste ouais, pour terminer, on voudrait revenir sur l'aventure Orfeo et Majnoun de l'année dernière qui était un cap, on est passé un cap au-dessus. Là c'était un projet européen qui en fait nous permettait de célébrer aussi les 10 ans de notre service passerelle. C'est un projet participatif en 2 étapes avec d'abord un parcours urbain où là en fait c'était nos partenaires, l'ensemble de nos groupes qui devenaient acteurs. Et ensuite, un opéra sur le cours Mirabeau, ouvert à tous, 15 jours plus tard, où on retrouvait les publics qui avaient été acteurs justement de cette parade. Et là, avec la Bourguette, c'était assez sensationnel, puisqu'on a mutualisé le travail de 5 structures, donc qui se sont constituées en comité de pilotage. Et le but était de créer une forme artistique et de le représenter en public dans un des lieux adjacents au cours Mirabeau, donc là c'était au cloître des Oblats. Donc voilà, une réunion d'abord 1 an à l'avance avec toute l'équipe, la direction des 5 structures et les éducateurs. Et je me dépêche, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Voilà, un véritable défi déjà dans le choix du lieu, accepter pour ces publics de laisser rentrer des va-et-vient sans cesse de public, faire une représentation publique, une journée entière sur ce site avec une répétition générale, vraiment comme on fait avec tous les autres artistes. Et ils ont même rejoint la parade, donc plus de 2000 personnes sur le cours Mirabeau ensuite. Donc on avait beaucoup de craintes au départ, même les éducateurs parfois étaient un peu réticents, mais il y avait une telle volonté, une telle motivation de la part de tous et de toutes que c'était réussi. Et Charlotte, tu peux peut-être maintenant nous faire un petit mot, c'est important d'avoir aussi le retour des éducateurs surtout. Alors, moi je travaille en tant qu'éducatrice dans les foyers ateliers de Valbonne, dans le centre Var. Depuis 20 ans, du coup, on est quand même à Valbonne, on est très ouvert à les amener à l'extérieur. On a un foyer qui est pas spécialement fermé, les gens peuvent rentrer aussi facilement parce qu'il y avait de l'agriculture, voilà, un atelier sérigraphie, donc des choses à voir. Hein. On cachait rien, mais du coup on les amenait beaucoup en soirée, en festivités, dans les marchés, dans tout ce qui était un peu culturel. Alors au début on faisait un peu peur, et puis à force ils nous ont appris à nous connaître. Et en fait, surtout avec la musique, on voyait plus trop les différences. Les gens, les publics, tout le monde se confondait. Et du coup, voilà. L'opéra, donc ça, on a toujours fait un peu ça. Et quand on a la musique, on allait au cinéma, la danse, du cirque, voilà. Et l'opéra, on n'avait jamais fait. Alors, comme on savait que la Bourguette, elle était dedans, on s'est dit, ben oui, Valbonne, on va quand même y aller aussi. Et surtout, nous, ce qui a été important, c'est ça que je voulais dire, c'est que nous, éducateurs, on a besoin quand même de se nourrir de plein de choses, quoi, en fait, pour pouvoir après les transmettre. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est de se faire des réseaux, de continuer à être dans l'apprentissage. Moi, par exemple, je ne suis pas très bonne en chant, mais j'aime bien chanter, donc je fais du chant avec eux. Bon, voilà, en théâtre, je m'y connais un peu plus, donc c'est plus facile. Mais l'opéra, ça ne m'attirait pas du tout. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, on y va, on n'a jamais fait ça. Mais en fait, ce public-là, ils adorent les sons, ils adorent ce que produit la voix, donc on peut d'un seul coup créer quelque chose et aussi, parce que ce que je voulais dire, c'est que c'est important qu'ils deviennent acteurs de ce qu'ils font. En fait, quand on a créé des partenariats avec toutes les festivités dans lesquelles on était, donc ils allaient y participer, regarder comme un public, mais en même temps ils ont pris part parce que dans notre institution on fait par exemple des t-shirts
Donc voilà, on agissait, on faisait les t-shirts pour telle festivité. Si on vendait des produits à l'agriculture, on pouvait venir dans le marché et vendre les produits. Donc du coup, vraiment, ils participaient. Et là, avec le projet Opéra de Majnoun, ça a été intéressant aussi. C'est du coup, ils ont créé... ils ont créé comment on appelait ça là, une sculpture. Une structure, donc on a créé ça toute l'année avec eux. Voilà, ce qui était intéressant, c'est de recevoir des intervenants, parce qu'ils ne sont pas du tout pareils avec les intervenants qu'avec nous. Ils nous étonnent même complètement. On a créé des masques de gazelle, alors on se disait, est-ce qu'ils vont y arriver? Ils ont très bien réussi. Mais après, à les porter, on s'est dit, mais jamais ils vont pouvoir porter pour tous les masques de gazelle et se costumer. Et en fait, à la fin de la séance de création de masques de gazelle, tous ils ont mis le masque et puis même ils sont partis même en improvisation, à vouloir s'amuser avec. Et du coup, on n'a pas eu de mal à aller rejoindre la parade et le cloître. Pareil, je pensais que... alors nous, dans toute l'année, on a fait un travail de répétition des deux histoires, parce qu'il y avait donc deux histoires dans cet opéra, deux histoires d'amour. Et donc nous, toute l'année, on leur a raconté les histoires, on a chanté les chants. Quand ils sont allés voir l'opéra, ils ont reconnu de suite les deux histoires. Il y a les chants leur ont beaucoup plu, les décors qu'ils avaient déjà connus, ils étaient vraiment très contents. Voilà, ils disaient mais ça on l'a vu, mais ça, on est allé voir une pièce de théâtre qui était dans la même histoire. De suite ils disaient mais ça c'est la même histoire qu'on a entendue la dernière fois. Donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre. C'est bon. Ouais. Si vous avez des questions tout à l'heure. Je crois qu'il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Voilà, donc si jamais vous avez d'autres questions, on les garde pour après. Alors on va maintenant accueillir Madame H, Catherine, directrice de femmes, justement, dans la Camargue. Oui, on a beaucoup parlé, c'est bien. Oui, c'est bien. Du coup, c'est vrai que j'avais, voilà, le petit papier, je l'avais mis exprès, vous n'oubliez pas d'aller voter. Parce que c'est pas la peine qu'ils se donnent la peine de faire des œuvres pour l'inclusion s'il n'y a personne qui va les voir. Donc j'avais mis exprès, il est tombé à point nommé, c'est parfait. Alors je suis beaucoup moins organisée que les autres, mais c'est pas grave. J'ai un PowerPoint qui est super chargé, donc des fois ça va aller très vite. Si ça va trop vite, vous me le dites. Moi, ce qui est important aujourd'hui de partager avec vous, c'est de vous expliquer comment on a fait. Ou en tout cas comment on essaye de faire et pour voir ce qui est possible en fait dans les établissements, avec les structures culturelles et de voir comment on peut se rencontrer. Je crois qu'on a on a fait un dossier de subvention. Donc du coup vous avez une petite prestation. Et puis, mais c'est pas le plus important parce qu'effectivement chaque dispositif souvent a déjà des services qui sont sensibilisés à l'accueil des personnes handicapées et qui sont prêts à. Il n'y a souvent plus qu'à. En fait, ah non, c'est l'inverse. Voilà. Pour tous égaux derrière l'objectif, c'est un conseiller municipal qui nous a impulsé, qui a donné le là et qui a donné le top départ pour se lancer dans cette pratique-là et qui a vraiment lancé le projet, on va dire. Il a été, un stimulateur. En tout cas, le projet et la spécificité du projet d'emblée, c'était vraiment un projet d'éducation artistique, de découverte. Il y avait vraiment la notion de développement de soi. L'idée, c'était vraiment de construire une collaboration interstructurelle entre les établissements qui accueillent des personnes handicapées et les structures culturelles de la ville d'Arles. Alors oui, ce que j'ai peut-être pas dit, c'est que c'est très auto-centré. Notre idée, c'était que c'était sur Arles, de pouvoir, c'était l'idée de Gilles Ruiz, de pouvoir se dire, mais c'est pas possible, la ville d'Arles accueille les rencontres de la photographie. Qu'en est-il de l'accueil des personnes handicapées? Et quand il s'en est rendu compte, il s'est dit non, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc du coup, c'est quelqu'un de très dynamique, donc il a lancé vraiment avec vivacité le projet et on l'a suivi. Donc c'est ce que je vous expose aujourd'hui, c'est comment
on l'a suivi. Et comment, par ce biais-là, on a travaillé l'inclusion des personnes handicapées dans la culture, et que c'était vraiment la démarche d'accompagnement qui nous semblait la plus importante, et l'implication de tous les acteurs. Donc effectivement, vous verrez, c'est vraiment un projet expérimental. Il y a la notion que j'aime bien, et je crois que ce serait bien qu'on la partage sur tous les projets, je ne sais pas ce qui sera dit ailleurs, mais c'est la notion de bricolage chez Lévi-Strauss. Vous verrez, il oppose le bricoleur et l'ingénieur. L'ingénieur qui sait ce qu'il va faire, il a des plans, il a sa quantité de matériel, il sait comment ça va se passer, il sait de combien de parfums il a besoin, enfin je dis n'importe quoi, mais il sait quoi. Le bricoleur, il avance, il construit, il fait avec ce qu'il trouve sur le chemin. C'est comme ça que ça s'est fait, nous, parce qu'on ne savait pas, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de... Voilà. Mais en même temps, ça valorise cette démarche-là. Là, c'est juste, je vous donne juste un petit aperçu du public concerné. C'est vrai qu'il est varié, c'est des enfants, des adolescents, des adultes qui sont porteurs de handicap, de déficience mentale, de TSA, de troubles du spectre autistique. Aussi, on s'est rassemblés avec les SAMSA, et donc c'était aussi des personnes qui portent des troubles psychiques ou des personnes qui souffrent qui sont cérébro-lésées. Donc ça, c'était important de pouvoir identifier que les personnes étaient très variées. Les partenaires aussi sont variés. Hein, l'école de la photographie, les rencontres de la photographie d'Arles, le musée Réatu, la Fondation Luma, l'association de photographes du Pays d'Arles. Donc c'est un regroupement de bénévoles, donc des personnes amateurs, des photographes amateurs qui nous ont fait des propositions, mais aussi le cluster d'innovation pédagogique et numérique, l'école MOPA. Donc ça, c'est une école en fait film d'animation et de l'image qui se sont rapprochés de nous. Alors on n'a pas encore commencé avec eux, mais ça ne saurait tarder. L'association Le Méjean, on a commencé. L'IMF, je vous expliquerai pourquoi. Et le DUT informatique Arles, parce qu'ils nous ont fait des propositions, c'est-à-dire que l'idée à la phase ultime, c'est qu'effectivement on puisse présenter, faire une expo, et ils nous proposent en fait de mettre des petits QR codes pour que le résident, quand on flash, puisse expliquer ce que lui il a pu dans sa manière. Donc on verra bien comment ça va se faire, mais en tout cas on travaille avec eux dans cette... Donc ça va dans tous les sens. L'idée dans l'interstructure, c'est de savoir qui fait quoi. Donc on a effectivement, parce qu'il y a très vite des problématiques d'organisation, d'argent, effectivement il faut trouver des moyens, mais il faut surtout coordonner l'action. Donc effectivement il y a un des établissements concernés qui a été chargé administrativement et financièrement, et on a eu l'excellente idée, je trouve, de déposer à une association tiers la coordination du projet et la facilitation du projet. Donc en fait, on se dégage, cette association organise 2 copiles, un copil opérationnel avec les accompagnants éducatifs de terrain, soit éducatifs et culturels, donc qui s'organisent, qui organisent des séances, qui revoient les contenus, etc. Et un copil un peu plus stratégique sur la gestion financière, les grandes décisions des orientations. Et puis, voilà, ça c'est des directions des établissements. C'est beaucoup moins drôle, j'y participe, mais c'est beaucoup moins drôle que d'aller sur place, de pouvoir avoir accès aux ateliers, aux expositions, etc. Alors effectivement, on a pas mal de recherches de financement, ça nous occupe pas mal, en tout cas ça occupe beaucoup l'association. Mais en même temps, je vais passer de suite parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses gratuites. Alors on demande pour faire plus, parce qu'on a envie de faire plus, on a envie de faire plein de choses, et donc on a cherché, mais on a aussi eu des dons, et cette recherche de dons, on y a associé des résidents, et c'est vrai que lors des remises des dons, là on a eu un don sur 3 ans du Alliance Club, donc c'est 1 700 €, c'est pas non plus, mais ça suffit pour, je vais dire, mettre de l'eau au moulin, et puis d'enclencher des choses. On sait qu'un appareil photo, enfin ce qu'on a choisi, il valent à peu près 300 €, donc 1 700 €, c'est quand même super bien. Et il y avait une grande valorisation des résidents, de pouvoir être en haut de l'affiche et puis d'être, je vais dire, dans le journal. Donc il y avait 2... Les objectifs de ce projet, c'est
l'inclusion, effectivement, des personnes handicapées dans la vie culturelle arlésienne. C'est vraiment l'accès à... Il y a aussi le fait qu'on n'a pas toujours la possibilité d'acquérir, de leur permettre d'acquérir des compétences en photographie et de favoriser par ce média-là l'expression de soi. C'est vraiment l'idée, c'était d'utiliser ce médiateur-là pour donner un moyen d'expression. Si effectivement on n'a pas forcément accès au langage ou c'est pas forcément la voie d'expression la plus aisée, la photo, ça peut être un moyen de s'exprimer. Et en retour aussi de développer l'estime de soi. C'est vrai qu'on peut être vécu et en tout cas perçu comme un photographe. Vous verrez à la fin, il y a moi quelques merveilles qui me font très plaisir. Mais c'est aussi de se dire, je ne suis pas perçue uniquement comme une personne avec handicap, mais je peux aussi être un photographe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, une chose qui est vraiment... venue en second plan, mais qui est forte, c'était la mutualisation des pratiques entre les établissements éducatifs, en tout cas médico-sociaux et culturels. Ça permet de faire du lien entre les établissements, ça permet de se voir davantage, d'avoir des raisons de se voir, de partager nos pratiques, et c'est vrai qu'il y a certains groupes qui ont été mélangés. Donc du coup, ça permet véritablement de se connaître mieux, ça facilite entre... et puis de partager. Enfin, en tout cas, c'était un bénéfice secondaire qui était vraiment intéressant. Donc dans ce programme, dans Tous égaux derrière l'objectif, il y a 4 axes principaux. La sensibilisation et éducation aux images, la pratique de vue, le projet pédagogique, donc c'est comment on apprend à photographier et comment on travaille sur l'image, et un quatrième axe qui est la restitution, sous la forme d'une exposition et d'un ouvrage. Donc là, on va reprendre chaque axe. Dans la sensibilisation et l'éducation à l'image, il y a tout ce qui concerne les visites médiatisées avec les médiateurs professionnels qui concernent les structures culturelles. Donc que ce soit les rencontres de la photographie, le parc des ateliers de la Fondation Luma, le musée Réatu, le Méjean, etc. Donc à chaque fois, c'est comment chaque structure culturelle accueille les personnes avec un médiateur éducatif, avec un accompagnant. Et effectivement, c'est comment on peut s'adapter, et comment on peut adapter la visite, comment on peut adapter la présentation, l'accès à l'image. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très important. Il faut composer. Vous voyez sur les images, il y a certaines personnes qui supportent d'être en groupe et d'être à l'écoute, et puis il y en a un autre qui, lui, spontanément, va tout seul vers l'image. Et effectivement, c'est aussi la possibilité pour le lieu d'accueil culturel de pouvoir s'adapter, de pouvoir comprendre que être en groupe, c'est pas forcément l'apanage de chacune des personnes et qu'on a besoin de s'adapter. C'est chacun à sa manière. On peut être très attentif, on peut regarder, et puis des fois on a besoin de se mettre. Donc il faut aussi qu'il y ait une certaine tolérance pour être accueilli dans les lieux. Il y a une grande variété de tout ce qui a été proposé, que ce soit la peinture, la photo, les expos, il y avait vraiment énormément de choses. Je n'ai pas forcément de photos sur ça, mais moi ce qui m'importait de mettre l'accent là sur ça, c'était qu'effectivement il y a eu un moment, il a fallu se rencontrer, mais il a fallu se former. C'est-à-dire qu'on a dû former les intervenants culturels au monde du handicap. Donc c'est pour ça qu'on a construit un partenariat avec l'IMF, où effectivement on a créé des sessions spéciales pour que les intervenants aient moins d'appréhension et une connaissance, s'arrêtent pas à un premier trouble comportement. On a eu quelques œuvres qui ont été malmenées dans des structures culturelles, on ne vous cache pas, mais on a eu des suées, mais on savait que ça pouvait arriver. Donc du coup, ça n'a pas la même dimension que quand il y a l'effet de surprise, etc. Et puis inversement, il y avait aussi les accompagnants éducatifs qui ont été sensibilisés à certaines formes de culture, et puis, mais en tout cas surtout par rapport à la photographie. On est vraiment centré sur ça. Donc du coup, l'École nationale de la photographie a proposé des ateliers, des stages de formation à la photographie. Donc ça, c'était vraiment bien. Parce qu'effectivement, quand
quelqu'un a dit moi j'allais pas à l'opéra et ben, là du coup c'est l'opportunité, mais c'est vrai qu'il faut ouvrir tout le monde à toute cette culture qui est à notre disposition. Donc après cette immersion et cette proposition de contact à l'image, il y a ce que les résidents attendaient depuis le début en fait, c'est-à-dire enfin on va pouvoir prendre des prises, on va pouvoir toucher l'appareil photo, faire des photos, parce qu'en fait on leur avait vendu comme ça le projet, on leur avait dit tous ces go derrière l'objectif, c'est un appareil, enfin voilà, eux, ils avaient bien compris que c'était des photos, donc bon, aller voir des expos c'était sympa, aller au musée c'était bien, mais ils piétinaient en fait, ils attendaient, on a été un peu long, on verra après à se mettre en place, mais vraiment les ateliers photos ça a été vraiment c'est ce qui fait démarrer c'est-à-dire c'est la prise de vue, c'est enfin on a un appareil photo dans les mains, on peut composer, on peut travailler sur les photos, on peut se lancer, c'est un virage. Il y a eu un virage, on parle de la virage de l'inclusion, mais là c'était le virage de la photo. C'était vraiment, c'est à partir du moment où il y a pu avoir tenir l'appareil, ça a été vraiment différent. Ils ont eu des postures différentes, ils ont eu un regard différent, une implication différente, c'était vraiment quelque chose qui a changé. Et en fait, il m'a dit, mais en fait, pour moi, je l'ai pris comme un projet comme les autres. J'ai découvert les spécificités des uns et des autres au fur et à mesure, mais c'était rien. Il me disait au début, c'est juste tenir l'appareil photo. Je les ai juste aidés à adapter la prise de vue pour être à l'aise, etc. Mais c'était vraiment tenir l'appareil, prendre des photos. C'était vraiment le début des séances du début était surtout avait surtout ce contenu-là. Ensuite, il me dit, j'ai amené les idées, on était toujours en mode automatique, mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'était de voir ce que eux photographiaient. Donc il y a toujours le temps de la prise de vue, puis après il y a un temps où ils regardent ce qu'ils ont photographié. Donc la prise de vue, c'est toujours aussi important d'y revenir. Lui, il me dit dans la rencontre, j'ai vu des gens intéressants, des gens qui avaient envie d'être là, ça se sentait. J'avais des sourires, c'était vraiment... il me disait, j'ai senti l'échange, la réflexivité. Il me dit, la séance, elle évoluait pas toujours comme j'avais prévu, mais en tout cas, elle évoluait, ça bougeait, c'était dynamique, c'était vivant. Hein, c'était vivant. Il m'a évoqué une séance sur les contraires où il a pas... Effectivement, dans un premier temps, il a présenté un livre avec un support, et puis où lui, il a pu montrer qu'effectivement, ils avaient bien pu... comprendre ce qui s'était passé. Et ils avaient pas forcément été très attentifs dans la première phase de présentation de la séance, mais dans les prises de vue, ça s'est bien traduit très clairement. En tout cas, il y a un réel échange et il me disait ce qui était important, c'est qu'on n'est pas dans une relation maître-élève, on est vraiment dans une relation d'écoute et d'échange. Et il me dit, c'est surtout, en tout cas, c'est possible. Il y a une écoute véritable. Il me disait, il y a un taux de réactivité très fort. Il me dit, je le sens, il me disait, là, ils sont tout de suite dedans. Ils sont tout de suite dedans. Dès qu'on dit on y va, ils se lèvent, ils prennent et c'est parti. Il n'y a pas de temps de latence. On voit qu'il y a une énorme envie de faire. Il m'a parlé des résidents que je connais bien, mais et il me dit, on a l'impression qu'il n'entend pas, il ne vise pas. J'arrive pas à comprendre comment il fait. J'ai pas la photo, mais... Vous allez me croire sur parole, il me dit on a joué sur des dés. Je ne sais pas comment il fait, il lance des dés et Nicolas, parce qu'il s'appelle Nicolas, il arrive à prendre les dés en vol. Il m'a dit la première fois, je me suis dit que c'était du bol. Au bout de la 5e prise de vue, il m'a dit je ne sais pas comment il fait, mais en tout cas, il y avait un petit côté merveilleux. Il m'a aussi évoqué le fait, il me dit c'est ses propos, il me dit je rentre pas dans les pathologies. Ce qui est important, c'est la grosse envie de faire et le plaisir de faire. Donc là, je m'arrête sur ça. Je sais pas si il est fini là. Bon, il est fini. J'avais juste aussi envie de vous parler du timing, parce que je sais pas si au niveau du temps, je suis comment. Il me reste 2 minutes, alors on s'en fout. On a fait un bilan avec le département, le ministère de la Culture, tout le monde a pu s'exprimer. Je vais vite comme ça parce que je veux surtout la dernière phase dont je veux vous parler, qui n'est pas encore faite, d'accord, c'est ce qui nous attend
Évidemment, on va continuer à travailler avec tous les intervenants culturels qui nous ont rejoints. Hein, vous avez vu l'école d'animation, on va changer. Enfin, en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est de s'inscrire dans le temps. On a le temps de travailler tout ça. Et c'est des partenariats qu'on a envie de construire dans la durée. Il faut se souvenir que c'est pour nous un projet qui a commencé en février 2018. On est en février 2019, on a mis 6 mois à se coordonner, à se connaître, ça. Donc en fait, les ateliers ils ont véritablement commencé que depuis septembre 2018. Donc c'est tout jeune, c'est tout, mais en tout cas c'est possible. Et puis le but, c'est en janvier-février 2020. Alors je vous donne déjà rendez-vous, il y aura un premier test en mai 2019 à Salengiro. Donc, on fait un premier accrochage à Salengiro, parce que c'est un des établissements pour lequel c'est plus facile dans les petits villages d'aller accrocher des œuvres. Mais en tout cas, la dernière phase, c'est une phase de restitution, de pouvoir montrer ce qui a été fait. Donc, la première exposition, c'est vrai que, bon, on s'en fout. En tout cas, l'important, c'est de pouvoir montrer des jolies choses comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est des résidents. Ça fait 3 mois qu'ils tiennent l'appareil photo et ils sont capables de voir, de sélectionner là, ce petit bec de flamand, de pouvoir, autour des mouvements de ses coups, de pouvoir capter le flamand qui voilà. Enfin, là, de jouer sur les ombres. Enfin, je veux dire, voilà. Ça, par exemple, c'est des photos ratées. Ils disent que c'est des photos ratées. Mais moi, je les trouve... voilà. Il y avait eu un souci avec l'appareil. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer comme ils sont là, quoi. Comme ils tiennent leur rôle de photographe, comme quoi ils se sont vraiment engagés. Et où effectivement, ils ont un autre regard. Voilà. En tout cas, je termine en disant merci à tous les accompagnants, parce que sans eux, il ne se passe rien. Merci à eux pour leur engagement. Merci à eux pour la disponibilité à la rencontre, hein, parce que les intervenants culturels aussi ont été engagés. Et puis, je reviens sur cette notion de bricolage. Je crois qu'on peut mettre à l'honneur le bricolage dans toutes ces initiatives. Voilà. Je vais inviter donc Manuel Duréo et Constance Biasotto pour venir présenter un projet qui a eu lieu dans le Var avec 6 établissements du Var qui se sont, ils vont vous expliquer ça, mais qui se sont regroupés, qui ont fait un appel d'offres et qui ont travaillé avec une compagnie. Alors là, je suis désolée, c'est le hasard de Arles. Voilà, donc nous restons à Camargue. Et voilà, ils vont vous présenter toute ça s'appelle La Grande Aventure dans tous les sens du terme. Voilà, vous allez découvrir ce moment-là. Et il y aura un moment aussi intéressant, vous allez le voir, d'un film issu qui est un film et qui est une création. C'est pas un documentaire, vous allez voir, c'est une création à partir du travail qui a été fait depuis 2 ans maintenant. Mais bon, je leur laisse la parole, ils vont vous présenter ça. Bonjour, donc peut-être avant de parler du projet en tant que tel que Constance vous présentera, c'est aussi remettre un peu en perspective la démarche et ce qui fait qu'on en est arrivé là. Ce projet, alors je suis directeur d'établissement spécialisé et en même temps je préside un groupement technique de directeurs d'établissement sur le département qui fédère à peu près l'ensemble des établissements enfants et adultes du département. Et dans cette démarche-là, où on réfléchit sur les fonctions de direction, sur les relations avec nos tutelles, nos tarificateurs, on a aussi des actions notamment autour de la question du sport avec les jeunes et de la question de la culture. On a tous fait le constat que dans nos établissements, des expériences culturelles, il y en avait, individuelles, en lien ou pas avec le milieu extérieur. Et de là est née cette idée de faire on dépasse un petit peu nos expériences locales pour aller vers quelque chose qui soit un peu plus fédérateur
et qui implique les acteurs culturels de proximité. De là, et ça c'était dans les années 2014, le temps passe, on a mis en place un premier colloque avec un opérateur culturel sur le secteur de l'aire toulonnaise, qui est le pôle jeune public qui est au-dessus de Toulon, autour de l'accès à la culture pour les publics empêchés. Alors dans le mot empêché, il y avait bien évidemment la question des personnes en situation de handicap, mais au-delà de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le public est parfois, je fais exprès de dire le plutôt que les, parce que dans le il y a, dans les, on a l'impression qu'il faudrait qu'il y ait des spectacles pour certains, de la musique pour d'autres, même si effectivement dans notre société on s'aperçoit souvent très clivé. Et donc on s'est posé cette question de l'accès pour tous à la culture et à l'art. Cette première initiative, alors on avait déjà des expériences avec ce pôle culturel où on intervenait notamment sur la fabrication de leur saison, sur l'accès à la réflexion sur quels pouvaient être potentiellement les spectacles accessibles pour les publics qu'on accompagne. Et chemin faisant, on a construit une histoire avec eux. Et on a imaginé à un moment donné penser un projet fédérateur avec donc, on a souhaité 6 établissements autour de ce même projet. Enfants, adultes, tout type de handicap. Handicap sensoriel, handicap moteur, déficience intellectuelle, troubles psychiques. Voilà, donc à la fois une rencontre entre des enfants et des adultes et tout type de handicap, avec bien évidemment comme préoccupation la question du lien avec le milieu ordinaire et la question d'être à la fois dans une rencontre avec une compagnie artistique, mais aussi dans une pratique de spectateur. Et être dans une pratique de spectateur, ça veut dire aussi réfléchir à comment on emmène des jeunes au spectacle, des jeunes et des moins jeunes, peu importe, et comment les opérateurs culturels se posent la question de cet accueil, au-delà de la question de l'accessibilité au fauteuil roulant, bien évidemment, parce que quand on accueille une personne autiste dans une salle où on fait tomber le noir, eh bien, on sait que ça va provoquer d'autres problématiques, et comment justement on permet à ces personnes de pouvoir être accueillies par une équipe de théâtre, accueillies par des artistes, en sécurité, et pouvoir inscrire ce projet dans la durée. Il y a une des choses qu'on ne veut pas, c'était surtout être dans la logique du one-shot, le projet avec lequel on se fait plaisir, on va dire la danseuse du directeur, mais au-delà de ça, être bien dans une logique de pratique dans la durée, et c'est ça qui guidait, je dirais, notre action. Ce projet, c'est donc ce groupement de directeurs qui l'a initié à travers un COPIL, puisqu'effectivement il y a un comité de pilotage qui s'est mis en place, et on a fait un appel d'offres en direction d'opérateurs culturels, et ont répondu à un certain nombre de compagnies, et la compagnie qui a été retenue, elle est à ma droite. Voilà, la directrice de la compagnie est à ma droite. Alors, on voulait absolument qu'il y ait une implication d'un certain nombre d'acteurs, nous, bien évidemment, établissement médico-social, un opérateur culturel ou des opérateurs culturels, une compagnie et des financeurs, et notamment l'Agence régionale de santé et la DRAC. Après, on espérait avoir des mécènes, mais les mécènes ne sont pas venus, parce que entre la question justement du coût, du coût qui pouvait faire un peu éclat et qui pouvait donner envie à Orange de mettre du fric sur la table, là on n'était pas nécessairement dans la question du coût d'éclat, mais bien d'un travail dans la durée, autour de ces pratiques, et faire qu'effectivement les professionnels que vous êtes autour ici puissent s'inscrire dans une logique longue
et que ça fasse partie du cœur de votre métier. Tout à l'heure, France parlait effectivement de la manière dont effectivement l'accès à la culture pouvait être un moyen de faire modifier la personne. C'est ça qui nous a préoccupés. Donc effectivement, l'ARS s'est investie financièrement de manière importante, la DRAC aussi, et nos établissements. Voilà. Donc on en est un projet sur 3 ans. On voulait que ça soit long, donc 3 ans, avec un point d'orgue, avec un objectif qui était la question de la rencontre entre un public en situation de handicap et une compagnie de théâtre qui n'avait pas nécessairement de lien avec la question de la culture et comment du handicap, pardon, Constance. La culture, on peut espérer un petit peu quand même, mais on voulait aussi quelque chose qui vienne déranger la petite vie tranquille de nos établissements. Voilà. Alors, bien évidemment, on est allé chercher des gens qui dérangent, parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà. Je laisse la parole à Constance, et puis après, on continuera dans l'échange. Bonjour. Donc, je suis Constance Biasotto, je dirige le Bazar Palace, qui est une compagnie qui est basée à Arles et à Marseille. Quand on a répondu à cette proposition, on est parti, nous, avec l'objectif, pas du tout d'y proposer des ateliers ou une quelconque animation, mais d'abord d'y mener un projet artistique de compagnie, qui, en posant un acte, notre acte de résistance, qui était celui de la rencontre. Ce qu'on voulait, c'était d'abord aller à la rencontre d'un biotope qui nous était complètement inconnu, c'est-à-dire le milieu socio-éducatif. Le milieu artistique est magnifique quant à soi, intellectuellement très cultivé, et donc c'est une très belle occasion pour nous d'aller rencontrer les milieux socio-professionnels différents. Ce qui était important pour nous aussi quand on a conçu le projet, c'était qu'on devait s'adresser à tout le monde, pas que aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux encadrants. J'entends encadrants, ça allait du personnel de cuisine jusqu'aux éducateurs spécialisés, en passant par toutes les hiérarchies que vous connaissez. Ça, c'était la partie la plus difficile qu'on a rencontrée dans ce projet, parce qu'à chaque fois qu'on allait dans les 6 centres, en fait, il y a donc 6 centres qui ont participé à ce processus. À chaque fois qu'on allait dans les centres, en fait, on nous cantonnait au rôle d'animateur d'atelier, et en fait, c'était pas du tout notre objectif. Donc on a très vite le GTD, donc Manuel et puis les autres personnes nous ont proposé une thématique qui était celle du corps abîmé. Nous on a fait une première semaine dite la semaine d'intégration pour visiter les centres avec lesquels on allait travailler. On s'est dit ah non mais en fait on va pas du tout parler de ça. Ce truc-là, ça va être une grande aventure qui va être autant pour eux que pour nous. Et donc, ce projet s'appellera maintenant La Grande Aventure. Et donc, pendant les 2 premières années, on y est allé. On est donc un collectif de 5 avec plusieurs spécialités. Donc, moi, je suis metteur en scène. Je travaille avec des matières scéniques, mais qui vont du cirque jusqu'au théâtre contemporain. Mais dans l'équipe, il y a aussi un vidéaste, un plasticien qui est plutôt porté sur l'accessoire. Il y a aussi une créatrice sonore et il y a une comédienne. Voilà. Donc avec ce panel de 5 personnes, on a essayé de faire sortir quelque chose. Encore une fois, je rappelle, nous, notre projet est d'abord un projet artistique de compagnie, et ce projet-là était la rencontre avec d'autres. De cet objectif, de ce projet, est en train d'être créé un spectacle qui jouera donc au Revest, donc au pôle jeune public, les 29 et 30 avril prochains. On est en ce moment en pleine création, mais on a aussi eu des petites, ce qu'on a appelé nous les cerises, c'est-à-dire que Adeline, qui a mené un travail sonore avec ou contre ou sans les participants, les centres, on a eu un prix qui s'appelle le prix Gulliver, qui est le prix de la fiction radiophonique.
Et elle est partie sur un angle qui lui est tout à fait personnel, ça s'appelle Comment tu me parles, et c'est juste comment on s'adresse à l'autre qu'on ne connaît pas. Voilà, donc ça c'est une fiction qui sera donc sur les ondes de la RTBF, donc la radio publique belge et la radio publique suisse, et aussi de France Culture à la rentrée. Et puis on a aussi ce film qu'on va vous montrer, qui dure 26 minutes, et qui est un film qui a été réalisé par Nico en collaboration avec tout le reste du collectif. Au départ, ces images, au début, on a tourné des images pour pouvoir les faire tourner dans les centres, en fait, pour que les centres eux-mêmes se rencontrent. Parce qu'on s'est très vite rendu compte que nous, on allait à la rencontre d'un biotope, mais que le biotope à l'intérieur, il ne se connaissait pas bien. Et donc, la sensation qu'on avait, c'était qu'il fallait créer des espaces-temps décalés pour que les gens se rencontrent. Donc, en fait, la deuxième année, la première année, on a fait plein de tours, et puis la deuxième année, on a organisé plein de fêtes. Donc, du coup, là, vous allez voir plein de fêtes. Et puis, la troisième année, on crée un spectacle. Bonjour, je suis Constance. Qu'est-ce qu'on en fait là? Bonjour, je m'appelle Adeline. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Bonjour. Non, attends, je ne m'appelle du tout. Bonjour, je m'appelle Nicolas. Bonjour, je m'appelle Iliette. Et j'ai 9 ans et je suis dans un ITEP. Bonjour, je m'appelle Alain et je vis à Tassion. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 17 ans. Alain a grandi, la barbe moustache à l'adolescent. Et il aime la frégate parce que la petite Juliette est d'Orient. Et la grande Juliette est d'Orient. C'est dans la bague. Bonjour, je m'appelle Mike. J'ai 18 ans. Salut Mike. Ah oui, bonjour. Bonjour Sophie. Non, Sophie, bonjour. Je m'appelle Sophie. Ah oui, oui, je m'appelle Sophie. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Laure, j'ai 10 ans, je vais vous présenter l'ITEP Château Vert. Et vous allez le voir, vous allez me dire ce que vous pensez. Ah, dis bonjour. Dis bonjour, Rémi. Bonjour. Ça va? D'abord, arriver à se dire bonjour. Un peu plus que par politesse. On essaie de comprendre ce qu'on pourrait arriver à se raconter. Et moi j'ai 14 ans. Moi 17. 14 ans. Et comment tu t'appelles? Rudy. Salut Rudy. Salut les gens. Parle pour que tu t'entendes. Parle dans le micro là. Ici là, regarde. Robinson, ici là. Trouver le rythme. Bla 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 bla. Se dire bonjour d'ordinaire, ça n'a l'air de rien. Mais là, on sort un peu du cadre. Bonjour, je m'appelle Nicolas. D'abord, le Bazar Palace débarque et établit le contact entre l'école Jean Solène à La Farlède qui accueille des enfants sourds, les centres pour autistes La Frégate à Toulon et Valbonne à Cabas. Bonjour. 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 Le centre Olbia de Hyères pour handicapés moteurs, les moineaux de l'Ermitage et l'essor de Château Vert où sont scolarisés des enfants avec troubles du comportement. Charlie. L'IME Présence et ses ados atteints de déficience intellectuelle. Bonjour, je m'appelle Gabriel et j'ai 20 ans. Bonjour, je m'appelle Mathieu le Pépé. Et moi Mathéo. Et moi, Barbe Noire. Ça fait beaucoup de gens différents. Très différents. Très très différents. Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 10 ans. Et puis il y a plein de blagues comme ça. Bah tu peux filmer le bateau aussi. On est vraiment tout en haut d'un bateau de pirates construit sur le chêne tombé qui est ici, qui s'est fait casser la figure. Regardez le bateau qu'on a fait là. Elle est belle, elle est beau hein. On va faire le plus de... On doit comprendre les codes, les habitudes des autres. Merci pour l'information. Alors on essaye de trouver un début de langage commun, de créer une circulation entre tous ces endroits, une circulation qui nous rassemblerait. Non, c'est pas moi que je voulais dire.
Ça fait longtemps. Les garçons et les filles, j'ai vu votre film de pirate, c'était trop bien. Et donc comme on a regardé le film, moi je vais vous montrer le centre. Donc bonjour, je m'appelle Rim, j'ai 15 ans et je suis à Olbia. Donc aujourd'hui je vais vous faire visiter Olbia pour voir comment c'est. Donc on va commencer par la vue sur mer, parce nous on a de la chance, je ne sais pas vous si vous avez la vue sur mer. Donc voilà, Olbia c'est un établissement pour les handicapés, les polyhandicapés. Voilà, c'est pour les personnes qui n'arrivent pas à marcher, qui ont besoin de rééducation, d'école, comme ils ne peuvent pas aller dans une école ordinaire, ils peuvent aller et venir ici pour aller à l'école. Voilà. Ici, on utilise des modes de communication adaptés. Et moi, je pense, c'est un peu comme nous en fait. Ici, ce sont des enfants aux intérêts restreints. Ils vivent dans des mondes particuliers. C'est un peu comme nous en fait. Mais c'est un peu comme vous aussi, en fait. Comme vous et comme nous, en fait. Ici, leur temps et leurs espaces et leurs apprentissages sont structurés. Ici, les enfants ont des contrats de travail et des contrats de comportement. Ça, moi je pense, c'est un peu comme nous en fait. C'est bien dessiné. Elle dessine? Ah ouais, regarde, c'est quoi? Lunettes et des oreilles. Elle a mis des oreilles dans les lunettes. C'est quoi ce truc? Et tout ça. Pas facile de trouver un langage commun. Et là, je dirais, là, On cherche des outils pour se rencontrer. Oui, mais peut-être que quand on n'entend pas bien, on regarde beaucoup les choses parce qu'on n'entend pas très bien. Alors, on se sert beaucoup des yeux. C'est peut-être pas juste. Comment on dit école? Alors. Les sourds, eux, ont la LPC, la langue parlée complétée. Parce que quand on lit sur les lèvres, les mots mouton, moto ou mutin, ça se ressemble beaucoup. Comment on dit écoute? Ah, ça c'est trop cool ça. Ah oui, écoute. Oui, c'est pour ça que j'avais un peu. Peut-être qu'avec la caméra, c'est un peu pareil. On se regarde, on écoute dans le casque, et puis on amène aux autres qui regardent ou qui écoutent dans le casque. Les enfants. Les lunettes. Les enfants. Les enfants. C'est quoi les enfants? Et les enfants, vous en faites les enfants?
vitesse où on travaille, on fait des ateliers. Ça fait 3 ans que je suis là-bas avec le Bazar Palace. Une fois, on écrit plein de mots et on a fait une balade les yeux bandés. Ils vont dans tous les centres. J'ai vu les handicapés faire du ballon fauteuil. Salut, au revoir. Et c'est quoi des troubles du comportement? C'est quoi des troubles comportementaux? Ben, c'est que quand on s'énerve ou quand on insulte, eh ben ça c'est pas normal. Enfin si, c'est normal, mais à une limite. Et nous, ben, on a dépassé la limite. D'accord. Et toi, t'es content d'être là ou tu préférais... Être à une école normale, même si je suis déjà... Je m'appelle Mike et j'ai fêté mes 19 ans le 6 novembre. J'adore la vitesse et tout ce qui donne des sensations fortes. J'aime le rap, j'aime aussi les technologies high-tech. Je suis dans un fauteuil roulant. J'ai un boîtier électronique, il y a des roulements, des batteries, et si ça casse, on a un forfait de réparation. On va chez le mécanicien. Ma mère, elle m'a accouchée à 6 mois, et j'ai eu un manque d'oxygène dans mon cerveau. J'ai des attelles aux pieds, et elles sont là pour ne pas déformer mes pieds. Elles sont en carbone. J'ai l'impression que vous êtes plus autonome que nous, que vous pouvez vous balader dans la forêt ou dans le jardin quand vous voulez. Ça serait bien qu'on soit en correspondance. Donc c'est toute notre lettre. On cherche à tâtons un langage pour faire connaissance. Un langage qui pourrait coller pour tout le monde. J'ai adoré le film que vous avez fait. Et Qu'est-ce que t'as vu alors dans ce film? j'ai vu des gens qui avaient des drôles de tête et des gens qui étaient handicapés, des gens qui étaient dans une bulle, des gens aussi qui étaient bizarres. Alors, Siméon, le bonbon Rouge. Ça, rouge. Oui. Quand il est né, il était différent de ses frères.